Bonjour. Vas-y. Donc, je suis Nicolas Cuperlier, donc maître de conférence au laboratoire ETIS dans l'équipe de neurocybernétique. Et donc, je vous présentais des travaux que nous conduisons en navigation, enfin, en tout cas une petite partie, et surtout vous montrer donc l'approche, donc comment des travaux issus de la neuroscience, ces travaux en navigation en intérieur, et quand il s'agit d'environnements qui sont a priori inconnus, on utilise des méthodes classiquement de localisation de cartographie simultanée. Et donc, ça a donné lieu à de très nombreuses applications, dont certaines sont arrivées jusque dans nos foyers, avec par exemple les robots aspirateurs ou les robots tondeuses. Donc, c'est une compétence, la navigation nécessaire pour de très nombreuses missions robotiques dans de très nombreux types d'environnements. Et ces dernières années, avec l'avènement du véhicule autonome, on a eu un grand nombre de travaux donc, sur des environnements extérieurs de type routier. Et c'est de ceci dont je vais vous parler. Donc, la navigation en environnement extérieur sans information a priori constitue le challenge actuel en robotique autonome. Et donc, si ce problème peut être abordé via différents modes de perception, comme par exemple à l'aide de lidar, de radar, de caméra, moi je vais me concentrer ici uniquement sur ces approches de navigation en vision. Donc, ce qui rend particulièrement difficile en fait la navigation visuelle dans ce type d'environnement, c'est que c'est des environnements de très grande taille. Et donc, qui dit grande taille, il dit des architectures robotiques capables d'apprendre et de traiter de grands volumes de données. Hein. On passe de quelque chose qui était dans les étages d'un bâtiment, par exemple, à la carte d'une ville. Hein. Et un autre inconvénient de ces environnements extérieurs, qui est partagé avec d'autres domaines d'ailleurs, c'est le fait que ces environnements sont foncièrement dynamiques, ce qui signifie que du point de vue de l'apparence visuelle, il va y avoir de nombreuses variations, donc des variations d'illumination, des changements liés à l'activité humaine, comme par exemple l'apparition et la disparition de véhicules qui sont garés sur le côté, des piétons, des cyclistes, ce genre de choses. Bien entendu, le temps va également influer, les conditions climatiques vont influer sur l'apparence de la scène visuelle, ainsi que les saisons. Par exemple, ici, vous avez l'influence des saisons sur la marquescence des végétaux. Et il s'avère que la navigation, c'est aussi un comportement qu'on retrouve dans tout le règne animal, hein, des insectes aux humains, et qui est tout simplement nécessaire pour qu'ils assurent leur survie, donc pour aller rechercher des sources d'eau, de nourriture, trouver des partenaires pour la reproduction ou éviter des prédateurs. Et donc les animaux excellent dans le domaine et constituent en cela pour nous une source d'inspiration précieuse. Donc, la navigation dans les systèmes biologiques, elle requiert différents processus cognitifs, comme par exemple la perception, donc le fait d'extraire des informations pertinentes de l'environnement à partir des différents sens, comme la vision, le tactile ici avec les vibrisses ou l'audition. Et ces informations, ensuite, elles doivent être mémorisées, c'est-à-dire qu'il faut les coder, les organiser, les stocker sur des durées de rétention différentes. Et enfin, il faut être capable de les manipuler via des fonctions de planification et de sélection de l'action. Donc, l'objectif, c'est d'en générer une décision spatiale lors de la navigation. Et donc, malgré des décennies de recherche sur ce sujet en neurosciences, la circuiterie exacte et les mécanismes réellement impliqués demeurent encore en grande partie un mystère et sont donc l'objet de notre sujet d'étude. Donc, nos travaux visent à étudier la cognition spatiale et la navigation chez les systèmes biologiques comme artificiels. Donc, l'objectif est double. D'une part, on essaye d'améliorer notre compréhension des mécanismes neuronaux qui sous-tendent la cognition spatiale. Donc, on travaille pour cela avec des neurobiologistes. Et d'autre part, si ces modèles capture correctement les propriétés des systèmes biologiques, alors on doit pouvoir s'en servir pour proposer des solutions alternatives et innovantes à la robotique autonome. Donc nous, on suit une approche de neurorobotique. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Et bien, en fait, c'est tout simplement le couplage de modèles issus des neurosciences et de la robotique. Alors, c'est aussi à l'interface avec d'autres disciplines, comme bien sûr l'IA, la psychologie, etc. Et la démarche qu'on suit ici est relativement simple. Ce qu'on veut, c'est obtenir un modèle le plus simple possible qui ne prendra en compte qu'un minimum de structure cérébrale pour rendre compte du comportement spatial des mammifères.
Ce qu'on veut, nous, c'est un modèle avec un pouvoir explicatif, c'est-à-dire qui a la capacité, par exemple, de reproduire l'activité de certaines cellules qui sont impliquées dans le comportement spatial de l'animal, et que ces modèles soient explicatifs, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de boîte noire, on ne veut pas, comme on peut l'avoir dans le machine learning, des algorithmes qui sont certes performants comme les deep networks, mais qui n'ont pas de pouvoir explicatif, puisque l'idée, c'est en retour de proposer des prédictions testables à nos collègues neurobiologistes qui puissent conduire de nouvelles expériences pour vérifier ou invalider ce qu'on a constaté sur robots, et donc reboucler nos aspects de modélisation. Donc, très rapidement, pour résumer, donc, à partir d'expériences qui sont conduites chez l'animal, on combine des données issues du comportement de l'animal et de l'enregistrement cellulaire pour construire des modèles et les incarner donc, à l'intérieur de robots qui sont évalués en monde réel. Donc, l'intérêt pour les neurobiologistes, c'est que ça permet de faire davantage de vérifications que ce qu'on peut faire avec des simulations liées à des modèles de neurosciences computationnelles. Donc, parmi les nombreuses structures qui sont impliquées dans la navigation, l'une d'entre elles joue un rôle majeur, c'est l'hippocampe. Donc, c'est une structure sous-corticale, sous le cortex. C'est une structure intégrative qui reçoit des informations de toutes les aires associatives du cerveau. Donc, vous voyez ici un certain nombre de structures et les relations qui existent avec les échanges qu'il y a avec l'hippocampe pour en parler. Donc, elle joue un rôle central dans la cognition spatiale puisqu'elle permet l'apprentissage rapide d'événements, mais aussi plus largement en fait dans les processus mnésiques, puisque par exemple chez l'humain, elle est impliquée dans la mémoire épisodique, donc ce qu'on appelle la mémoire autobiographique, qui est entre autres attaquée avec une maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un élément central pour la rétention d'informations, l'apprentissage rapide d'informations. Alors, je vais vous parler très brièvement de quelques cellules spatiales et seulement en fait deux, celles dont je vais avoir besoin pour le modèle que je vais vous présenter juste après. Donc, l'existence de cellules qu'on appelle de direction de la tête. Très rapidement, de quoi il s'agit? C'est des cellules qui vont se mettre à décharger quand le rat est tourne sa tête dans une certaine orientation. Et donc, collectivement, elles vont former l'équivalent d'une boussole neuronale, tout simplement. Et donc, nous fournir un sens de l'orientation à l'animal. L'autre type de cellules qui va nous intéresser, qui va nous fournir une information de position, ce sont les cellules dites de cellules-lieu, les place cells, pour lesquelles O'Keeffe a reçu un prix Nobel il y a peu, sa découverte. Ce sont des cellules qui vont se mettre à décharger à un endroit particulier dans l'environnement. Donc là, vous avez 4 cellules qui déchargent 4 endroits différents. Et comme vous pouvez le voir, elles déchargent sur toute une zone, ce n'est pas ponctuel. Et toute la zone pour laquelle elles répondent, on appelle ça un champ de lieu. Et donc, on va se baser sur la modélisation de ce type de cellules pour fournir une architecture de localisation visuelle à nos robots. Il existe bien sûr de très grands nombres d'autres cellules qui sont impliquées en navigation. On a modélisé certaines, pas toutes, ça reste encore à continuer, mais il y a les cellules de gris qui prennent en compte des informations d'intégration de chemin, des cellules qui indiquent la fin, les bords des environnements, des cellules qui codent le temps, la vitesse, et tout un tas de cellules qui codent en fait la conjonction deux ou plusieurs de ces caractéristiques. Bref, le bestiaire neuronal est assez important et on comprend encore relativement mal les relations qui existent entre les différents types de cellules. C'est ce qu'on essaie d'étudier. Donc, comment est-ce qu'ils observent les cellules de lieu? Les neurobiologistes, typiquement avec le protocole suivant, donc ils mettent un rat dans une arène, ici un environnement circulaire, ils implantent des tétrodes dans son hippocampe et ils demandent au rat ils le laissent explorer son environnement et ils vont enregistrer l'activité électrique de ces cellules. Donc voici ce qu'ils obtiennent en fait. Donc là, vous avez en vitesse accélérée un enregistrement qui est réalisé. Donc chaque tache colorée représente la réponse d'une cellule dans l'environnement. Par exemple, le neurone qui est en rose ici va répondre que pour le coin supérieur droit, alors que celui qui est en bleu va répondre pour la partie inférieure gauche. Et donc collectivement, ces cellules vont venir couvrir l'intégralité de l'environnement et former ce qu'on appelle une carte cognitive. Ce qui signifie que la façon avec laquelle les animaux perçoivent ou un sens de l'orientation, ce n'est pas des coordonnées métriques cartésiennes comme on peut l'utiliser en robotique classique. Alors, pour la localisation dans les systèmes robotiques classiques, quand on n'utilise que de la vision, on est dans le problème du visual place recognition. Donc, l'objectif, c'est de reconnaître un lieu qu'on a précédemment visité. Donc, par exemple, on réalise un premier trajet avec un véhicule, on apprend des lieux à intervalles plus ou moins réguliers. Et l'objectif, c'est si on vient repasser dans cette même rue, qu'on soit capable de détecter qu'on est repassé sur un lieu déjà vu et de connaître exactement où on se trouve. Schématiquement, le fonctionnement de ce type de système est le suivant. Donc, à partir d'une image, on extrait un certain nombre de points caractéristiques.
Ces points caractéristiques vont être encodés. On va obtenir un vecteur qui décrit en fait la vignette autour de ces points et mémorisé. Et lorsqu'on est en phase de reconnaissance, on compare en fait à l'instant T ce qu'on a au niveau de l'encodeur avec ce qui est dans la mémoire pour sortir des hypothèses sur les lieux qui correspondent le mieux à un certain niveau de précision. Donc ça, c'est ce qui est réalisé vraiment en robotique mobile. Nous, ce qu'on utilise comme système robotique, on en a utilisé plusieurs, mais ils ont comme point commun la chose suivante, c'est qu'ils sont tous équipés d'un compas magnétique pour fournir le sens de l'orientation. C'est une façon très simplifiée de représenter les cellules de direction de la tête que je vous ai présentées tout à l'heure, même si on a des modèles qui permettent de le faire sans compas magnétique, bien sûr, mais avec de la vision et de l'odométrie et de la modélisation du système vestibulaire, donc des accéléromètres. Donc, on a besoin d'un compas pour le sens de l'orientation, on a besoin d'une information visuelle qui est obtenue ici à l'aide d'une simple caméra. Donc, on utilise une simple caméra USB, il n'y a pas besoin de calibration dans le système, et l'intégralité de nos modèles sont embarqués dans un petit PC, dans le coffre de ce robot ici, sur lequel on fait tourner notre simulateur de réseau de neurones maison, développé par l'équipe qu'on appelle Prométhée. Donc, les robots varient, mais le setup reste à peu près le même. Et notre modèle donc, de cellules de lieu hippocampiques est le suivant. Il est basé sur l'hypothèse que ces cellules de lieu, elles résultent en fait de la fusion de deux flux d'informations, l'information du où et du quoi. Donc, comme pour les systèmes classiques, on prend une image, on va extraire des points d'intérêt à l'aide d'une chaîne de traitement visuel, qui va aboutir donc à une carte de science indiquant la position de ces points. On va extraire pour chacun de ces points une vignette et on va réaliser deux traitements en parallèle. La voie du quoi, donc, qui va correspondre à l'encodage de la vignette centrée autour de ce point. Donc, on obtient un vecteur caractéristique de ce point qui va être appris sur une couche neuronale avec un apprentissage extrêmement simple. On recopie simplement l'activité de ce vecteur dans les poids du neurone qui va apprendre. Et l'activité de ce neurone, c'est une simple distance entre ce qui est appris et ce qui est présenté à l'instant T. Et la voie du où, qui correspond simplement à l'information d'orientation où ce point a été détecté, dans notre cas, par rapport au nord magnétique. Ensuite, ces deux voies, ces deux informations vont être fusionnées sur une couche neuronale qu'on appelle ici NextPi, c'est une mémoire spatiale. Et ces points vont être traités les uns après les autres dans une boucle attentionnelle qui représente en fait les saccades oculaires. Donc, le fait que quand on explore visuellement une scène, nos yeux bougent et vont se focaliser sur certains points. Et donc, le traitement de chacun des points va s'accumuler sur cette couche neuronale. Et après traitement de l'intégralité de l'image, l'activité de cette couche neuronale est caractéristique du lieu dans lequel on se trouve. Et on peut par conséquent la prendre sur une dernière couche neuronale qui représente donc nos cellules de lieu simulées, qui va nous donner donc une information sur la position qu'on pourra utiliser dans nos systèmes robotiques. Donc, comment est-ce qu'on fait pour recruter un nouveau neurone et apprendre une nouvelle cellule de lieu? Alors, on a plusieurs mécanismes possibles. L'un d'eux, c'est tout simplement de faire un simple seuillage. C'est-à-dire qu'on fait une comparaison entre l'activité maximum de nos cellules de lieu et une valeur. Si l'activité des cellules est en dessous de cette valeur seuil, qu'on appelle la vigilance, alors on recrute un nouveau neurone. Donc, voici ce que ça donne. Donc, on a une trajectoire ici qui est réalisée. Vous avez l'index ici, c'est des images, et vous avez des cellules de lieu qui correspondent aux différentes courbes colorées, qui sont apprises les unes après les autres. Donc, quand une cellule de lieu gagne la compétition par rapport aux autres, ça signifie qu'on est dans le lieu correspondant. Et donc, ici, c'est l'identité des cellules de lieu qui nous indique la position. Vous noterez que même si on ne se sert que de l'identité de la cellule gagnante pour se localiser, en réalité, les champs de lieu, donc la réponse des cellules, elles s'interpénètrent. Et donc, on pourrait tout à fait améliorer encore, on verra, la précision en prenant en compte non pas un gagnant, mais plusieurs. Et donc, si jamais je baisse ce seuil de vigilance, je vais recruter moins de cellules sur cette même trajectoire. Donc ici, on voit que j'ai quand même diminué pas mal le coût mémoire par rapport au test précédent. Mais forcément, comme il y a moins de cellules, ces cellules ont un champ de lieu qui est plus long, plus large. Autrement dit, elles vont répondre pour une zone spatiale plus étendue. Et donc, si on ne s'intéresse qu'à l'identité de la cellule gagnante, on a forcément une précision plus faible. Et donc, ces cellules sont apprises en un coup, ce qui est la caractéristique donc, de la structure hippocampique. Donc, contrairement à des systèmes comme les deep networks où il faut faire des longues phases de pré-training, ici, tout fonctionne dès le premier coup, en un coup, sans information a priori. Donc, on a pu reproduire
dans les premiers temps d'évaluation de ce modèle, des champs de lieu comme ceux observés chez les animaux en environnement intérieur. Donc, ce qu'on a fait ici très rapidement, c'est qu'on a positionné notre robot aux endroits où il y a des croix dans l'environnement. Et ensuite, on a regardé l'activité des cellules apprises à chacun de ces endroits, que vous avez comme réponse ici. Donc, chaque carré représente l'intégralité de l'environnement. Et ce que vous voyez, les tâches représentent en fait les isoniveaux des réponses des champs de lieu. Et donc, on a par exemple ici une cellule qui code pour la zone bas à droite de l'environnement, une autre en haut à gauche, etc. Tout comme on peut l'avoir sur certaines cellules observées chez le rat dans différents environnements. Une autre propriété de ces cellules qui a été observée en biologie, c'est que quand on dilate l'environnement, qu'on passe à une petite arène à une grande arène, on se rend compte que la même cellule en fait, a un champ de lieu qui se dilate. Autrement dit, elle va répondre pour une zone plus grande. On a observé la même chose dans nos tests en robotique quand on est passé d'expérimentations réalisées en intérieur, où les champs de lieu faisaient 1,50 m de large, sans rien changer au modèle, on le met en extérieur et on obtient des champs de lieu qui font presque 10 mètres de large. La raison pour cela, c'est tout simplement que la taille des champs de lieu dépend directement de la distance des points remarquables qui servent d'entrée au modèle. Donc plus ils sont lointains, plus les champs de lieu vont être grands. On verra que ça a une importance pour la suite. Donc, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est des expériences qui sont conduites chez l'animal dans de petits environnements, tout simplement parce que vous avez vu, les dispositifs d'enregistrement sont complexes. Il faut quand même installer des tétrodes, des électrodes, si vous préférez, dans le cerveau des animaux qui sont reliés par fil. Même s'il y a des systèmes radio, ils ont une très faible portée. Donc, ils sont limités, les neurobiologistes, à des environnements de 2-3 mètres maximum, comme des labyrinthes en Y ici, ou une piscine de Maurice. Mais en réalité, ces animaux, dans leur environnement naturel, ils parcourent régulièrement plusieurs kilomètres. Par exemple, le rat peut faire plus de 2 kilomètres pour rejoindre une source de nourriture. Et c'est encore plus vrai pour certaines espèces comme les chauves-souris à fruits qui naviguent grâce à la vision et parcourent plus de 150 kilomètres entre leur grotte et leur source de nourriture. Donc, c'est des échelles qui n'ont juste rien à voir. Ce qui nous a donc intéressé, c'est qu'on ne sait que très peu de choses finalement sur le comportement de ces cellules à longue distance. Et du coup, on s'est intéressé à la navigation à longue distance. Et pour cela, on s'est rapproché de l'Institut Vidécom et on a conduit de premières expérimentations sur véhicules autonomes. Alors, on a commencé par faire des tests de localisation avec notre modèle en utilisant différentes bases qui sont couramment utilisées par les gens qui font de la localisation visuelle en robotique telles que les bases Kitty, les bases Oxford, et puis certaines bases qu'eux-mêmes utilisent avec leurs algos standards, enfin classiques, entre guillemets, de robotique classique, chez VDCOM. Donc, c'est des trajectoires qui font quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. Donc, on n'est pas encore à des centaines de kilomètres, mais c'est d'une autre ordre de grandeur que ce qu'on avait pu tester jusqu'à maintenant. Donc, voici globalement ce que ça donne, une petite illustration. Donc, vous avez ici l'image d'entrée, les points d'intérêt qui sont détectés au sein de l'image. En bas, vous avez l'activité des neurones qui vont donc s'activer les uns après les autres, parce qu'on a d'abord fait une première passe dans cette rue, on a appris des cellules de lieu, et là, on est en train de faire une seconde passe, on revient à nouveau dans la même rue, en ne faisant pas exactement la même trajectoire, on n'est pas exactement précisément au centimètre près au même endroit. Certaines choses ont évolué. On peut avoir des véhicules qui ont apparu, d'autres qui ont disparu, des piétons, etc. Et ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les cellules vont répondre comme initialement, c'est-à-dire dans le bon ordre. C'est ce qu'on obtient ici. Alors, si ça va bien fonctionner. Voilà. Donc, le cercle représente la réalité, en fait, quelle devrait être la réponse qui répond. Et à gauche, vous avez la réponse du système lors de la phase de reconnaissance. Donc, vous noterez qu'à chaque fois, il y a bien une cellule qui gagne, mais on a de temps en temps d'autres cellules qui viennent également à répondre plus faiblement. C'est généralement la cellule qui est juste après ou juste avant, et de façon un peu plus sporadique, des cellules un peu plus éloignées. Donc, les analyses en fait, qu'on a faites sur les différentes trajectoires nous ont permis de se rendre compte que d'abord, une des propriétés, c'est qu'on est capable de fermer la boucle. Autrement dit, quand on repasse à des endroits proches de ce qui a été précédemment visité, ce sont bien les mêmes cellules de lieu qui répondent. C'est ce qu'on voit ici. Donc, vous avez les cellules de lieu qui ont été apprises sur cet axe, et sur l'axe des X, les images au fur et à mesure de la trajectoire. Donc, comme c'est une boucle, à un moment, on repasse à un endroit qu'on a déjà vu, et c'est bien
le même index de cellules de lieu qui répond. Donc, la cellule a bien reconnu qu'on est revenu à une zone qu'elle avait déjà vue précédemment. On a fait d'autres tests plus poussés sur des environnements plus grands et avec davantage de boucles. Et on s'est comparé donc, à l'état de l'art avec deux algorithmes, CoHog et NetVLAD. Donc, NetVLAD, c'est un algorithme de Deep Network. Et on les a testés dans 3 types d'environnements, l'environnement périurbain, l'environnement de ville et l'environnement forestier. Donc, ce que vous voyez ici sur la partie haute, c'est les résultats donc, de l'air sur la courbe de Precision Recall, et en dessous, vous avez le rappel à 100% de précision. Et on a fait les tests avec deux versions de notre modèle. Le modèle classique avec la comparaison par rapport à un seuil sur l'activité des cellules de lieu, qui est ici en rouge, et un modèle, le même modèle, où cette fois-ci, le recrutement a été fait à intervalles réguliers, donc à 2 mètres, 5 mètres et 10 mètres, puisque les modèles classiques, en fait, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils échantillonnent les lieux à intervalles réguliers. Donc, pour pouvoir comparer le modèle de vigilance, on a fait en sorte que les champs de lieux générés par notre seuillage soient en moyenne de la même taille que le pas utilisé pour l'échantillonnage des autres modèles. Et donc, il s'avère que notre modèle est au moins aussi bon et parfois meilleur que ceux de l'état de l'art, alors qu'il est extrêmement simple. Hein. C'est vraiment le modèle le plus simple qu'on avait. Et donc, il donne de bonnes performances. Ça a été une très bonne surprise. Un autre résultat qu'on a également obtenu, c'est à travers la diversité des environnements qu'on a pu tester, on a pu vérifier donc les champs de lieu évoluaient différemment en fonction de ces environnements. Par exemple, dans des environnements très ouverts comme ici sur autoroute, on a finalement qu'un petit nombre de cellules de lieu qui sont recrutées pour un seuil de vigilance donné. Avec ce même seuil de vigilance dans un autre environnement qui est beaucoup plus fermé, par exemple un centre-ville, on va avoir un nombre de neurones recrutés beaucoup plus important, ce qui signifie qu'on aura des champs de lieu plus petits et donc plus précis. Ça, c'est une caractéristique importante, on le verra quand on fait de la navigation, puisque si on associe une direction pour faire du contrôle robotique à ces cellules de lieu, vaut mieux être précis dans des environnements comme la ville, alors que sur autoroute, pour réaliser un virage, on n'a pas besoin d'une énorme précision. On obtient la même chose, en fait, chez l'animal. On a constaté la même chose, notamment des champs de lieu relativement plus étroits quand ils sortent de leur grotte et quand ils arrivent à l'endroit où se trouve leur nourriture, alors que les champs de lieu sont beaucoup plus grands quand ils volent quasiment en ligne droite entre les deux. Il y a un autre modèle, s'il donne de relativement bonnes performances en termes de précision, il a un énorme défaut, c'est qu'il a un coût mémoire très important. Cette limitation provient principalement du fait que ce qu'on utilise pour encoder nos amers, nos points d'intérêt, c'est un encodage extrêmement simple, c'est simplement une transformée en log polaire et on enregistre la valeur de ces pixels. Et donc ça a un coût mémoire très important qui limite grandement son déploiement sur des échelles beaucoup plus grandes pour passer à des centaines de kilomètres et plus. Et du coup, on s'est intéressé à proposer un autre modèle de vision plus précis. Donc, on a modifié ici la partie encodeur en s'inspirant en fait du système visuel des primates. Et donc, voici dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Donc, on présente une imagette en entrée, celle qui est prise autour d'un point d'intérêt. Elle passe à travers une première couche neuronale, des cellules simples, qui sont en fait une population de neurones qui constitue un dictionnaire qui a été appris préalablement à l'aide d'un algorithme de codage épars et bien. Et l'activité de ces cellules, donc, et ce qu'on entend par épars, c'est qu'un tout petit nombre simplement vont s'activer et la majorité vont rester silencieuses. Donc, seules les cellules activées permettent la reconstruction, quelque part, de l'image. Si on regarde en fait les champs récepteurs de ces cellules, ils ressemblent à des gabors, des contours orientés. Et ces cellules, ensuite, subissent un autre traitement. On fait un max pooling, autrement dit, on va en extraire, on les sous-échantillonne, on n'en récupère qu'une petite partie pour générer ce qu'on appelle les complex cells, qui vont servir elles-mêmes d'entrée à un deuxième étage de dictionnaire, également appris au préalable sur une base séparée, qui va cette fois-ci coder des conjonctions entre
les différentes features, par exemple, le fait qu'il y a à la fois un contour horizontal et un contour oblique. Ensuite, on fait une dernière passe de max pooling et on obtient notre vecteur caractéristique de point d'intérêt qui sera appris donc, par notre couche neuronale. Et donc, quand on évalue ça et qu'on l'injecte dans notre modèle, donc là, vous avez le coût mémoire de notre modèle classique basé sur du log polaire pour l'apprentissage d'une image. On voit que c'est de l'ordre d'à peu près 80 kilooctets, donc c'est quand même assez lourd. Voici ce que prend Coog, un des modèles avec lesquels on s'est comparé, on va dire 18 kilooctets. Et voici ce qu'on obtient avec les deux versions du modèle que je viens de vous présenter. Donc, le modèle qui donne les meilleures performances, c'est HSD30 en termes de précision. Donc, il est légèrement inférieur au modèle de l'état de l'art, mais on voit qu'on a nettement gagné en termes de coût mémoire. Et si je veux obtenir des performances similaires à celles que j'avais avec mon modèle d'origine, je peux encore réduire la taille de mon descripteur. La surprise qu'on a eue, c'est qu'en changeant ce descripteur, on a également amélioré les performances de reconnaissance. Vous avez ici en orange ce qu'on obtient quand on utilise ce type de descripteur de notre modèle bio-inspiré par rapport à la version d'origine qui est ici en bleu. Donc, on a eu encore un gain en termes de précision. Bien, on va quitter la localisation pour s'intéresser maintenant à la génération de comportement. En fait, on peut proposer une architecture de contrôle qui s'appelle PERAC, qui permet de lier des cellules de lieu à des cellules codant une direction pour donner un comportement. Dans ce cas-là, ça redéfinit les localisations comme la manifestation d'un attracteur comportemental. Le principe, c'est simple, hein, on associe une direction à une cellule de lieu tout autour du lieu qu'on veut rejoindre. Donc, si on veut rejoindre le lieu but ici, pour réaliser un homing, par exemple, on replace ensuite notre robot quelque part. Une de ces cellules va forcément gagner. En gagnant, elle va déclencher le mouvement associé. Ce faisant, elle va finir par se déplacer dans la zone où c'est une autre cellule qui va gagner, imposer son propre mouvement, et de proche en proche, on va converger ainsi vers le lieu but qui est finalement le fond du bassin d'attraction qu'on vient ainsi de créer. Et on peut créer comme ça tout un tas de comportements, y compris des comportements, je sais pas si ça se lance. Je ne vois pas si ça se lance. Donc là, on a fait apprendre à notre robot une trajectoire sur le même principe. Simplement, on a abordé de part et d'autre la trajectoire désirée des couples lieu-action, le faisant converger vers cette trajectoire. Donc, on le fait en plusieurs itérations, on fait tourner plusieurs fois le robot et à chaque fois qu'il s'écarte de la trajectoire, on lui apprend une nouvelle association. Donc, on réalise ça à l'aide d'une laisse qui est mise sur un joystick de notre robot. Et après quelques itérations seulement, le robot est capable de reproduire donc, une trajectoire de façon autonome. Donc, c'est couplé ici avec de l'évitement d'obstacles. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de personnes qui passent devant et qui viennent perturber le robot. Et malgré tout, il va continuer à faire sa trajectoire comme ça pendant un certain temps. Je reviendrai sur la vidéo un peu plus tard. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. J'espère que je ne dépasse pas. Donc, si tu veux avoir quelques questions, je pense qu'il faudrait que tu arrives à conclure en. J'ai quasi conclu. Donc, on a testé ça partout, dans plein d'environnements différents. Et surtout, on l'a fait récemment donc, en environnement sur véhicule. Et on a reproduit le même genre de choses. Donc, on a appris deux trajectoires. Et au bout de trois tours à chaque fois, on était capable de rejouer la séquence avec notre véhicule autonome ici, une Zoé. Et donc, on a également des collaborations avec d'autres équipes pour implémenter ces systèmes au niveau matériel. Je m'en parlerai si ça m'intéresse. Juste pour conclure, donc, les prochaines étapes, c'est continuer notre modélisation en neurosciences en prenant en compte davantage de structures, davantage de cellules et surtout leurs interactions. Et pour ce qui est de la robotique, donc on s'intéresse toujours à de la navigation au long terme sur de grandes distances. Et on essaye également d'améliorer les performances d'apprentissage et de prédiction au niveau sensorimoteur. Voilà, je suis désolé, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai mon timing